BBC News Afrique. Le 6 juin 2012, on lisait ceci dans BBC News Afrique. Un ex-ministre de Gbagbo arrêté au Togo. L'ancien ministre ivoirien de la Défense, Moïse Lida Kwasi, a été arrêté mercredi matin à 10h chez lui à Lomé, où il vit depuis la chute du régime Gbagbo. Les autorités togolaises ne se sont pas encore exprimées sur les motifs de son arrestation. Selon un de nos correspondants, l'ancien ministre est entendu à la gendarmerie. Le président ivoirien Alassane Ouattara est arrivé mercredi dans la capitale togolaise pour une réunion de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. On ignore si Moïse Lida Kwasi faisait l'objet d'un mandat d'arrêt, comme c'est le cas pour certains anciens dirigeants du régime Gbagbo. Voici ce qu'on lisait le 6 juin 2012 sur la terre des hommes. Ce jour-là, Alassane Dramane Ouattara obtenait des autorités de la République togolaise que l'ancien ministre, le professeur Lida Kwasi, ancien ministre du régime du président Laurent Gbagbo, soit arrêté, puis par la suite extradé manu militari au Togo. Pardon, extradé manu militari du Togo vers la Côte d'Ivoire. Lorsque cela se passait, eh bien, en juin 2012, Alassane Dramane Ouattara était particulièrement content du Togo, d'autant plus qu'il était venu, la veille, demander la tête de Lida Kwasi et que les autorités togolaises avaient cru bon de satisfaire sa demande. Par la suite, Lida Kwasi devait être jugé et accusé, donc, dans le cadre de ce jugement, de tentative de coup d'État, de tentative de déstabilisation des institutions ivoiriennes, et dans ces conditions, il écopait d'une peine d'emprisonnement. Nous sommes aujourd'hui, mercredi, le 21 janvier 2026. Nous sommes, eh bien, pratiquement 14 ans plus tard. 14 ans plus tard, un ancien officier de l'armée burkinabé, ancien président de la transition du Burkina Faso, Paul-Henri Sandaogo Damiba, est arrêté le 16 janvier et il est extradé vers le Burkina Faso le 17 janvier 2026 à la suite d'accusations de tentative de déstabilisation, d'accusations de détournement massif de deniers publics. Il est donc extradé vers son pays natal, le Burkina Faso. Et là, à Abidjan, au palais présidentiel, à la résidence de la Riviera, à la résidence d'Assini, Alassane Dramane Ouattara ne décolère plus. Le journal d'investigation en ligne Africa Intelligence fait état de transes de colère du satrape reptilien venu de Sendou pour troubler la paix des Ivoiriens, et ayant renié notre belle terre burkinabé de Sendou dans l'espoir de troubler toute l'Afrique. Le même Alassane Dramane Ouattara, qui était très content du Togo en 2012, quand on lui livrait le ministre professeur Lida Kwasi Moïse, est le même Alassane Dramane Ouattara qui menace de s'étrangler, menace de s'étouffer de rage. Alassane Dramane Ouattara qui pète câble sur câble et qui augmente ses doses de barbiturique pour pouvoir supporter sa nervosité incommensurable. C'est le même individu qui cette fois-ci est passé de Charib dans Silla et jure ses grands dieux que le Togo va le lui payer très cher et que le président du conseil togolais, chef de l'État du Togo, Faure Gnassingbé, ne perd rien pour attendre. La question qu'on peut se poser devant cette excitation d'Alassane Dramane Ouattara et de toute la Ouattari, de toute la satrapie reptilienne qui tient actuellement en otage le peuple ivoirien, qu'est-ce qui peut expliquer cette agitation, cette surexcitation, cette nervosité? Pourquoi se sentent-ils mal alors même que c'est Damiba, un Burkinabé, qui a été à la demande des autorités burkinabées arrêté, jugé et extradé? Qu'est-ce que Abidjan vient chercher dans les bisbilles ou
les négociations politiques togolo-burkinabé ou burkinabéo-togolaise. On pourrait répondre de façon péremptoire et précipitée. La Côte d'Ivoire de Ouattara n'a rien à voir dans cette affaire, elle n'a rien à y dire. On dira que cette affaire relève des relations diplomatiques exclusives du Togo et du Burkina, et que tout le monde à la limite devrait circuler, il n'y a rien à voir. Je voudrais vous dire, sans le moindre risque de me tromper, qu'une telle analyse est fausse. Croire que la Côte d'Ivoire n'est pas concernée par ce qui vient de se passer entre le Burkina Faso et le Togo, c'est ignorer les dessous des cartes. Nous allons parler des dessous des cartes. Nous allons essayer de comprendre la colère de Ouattara. Nous allons comprendre sa transe, sa nervosité, son angoisse, sa peur. Nous allons essayer de comprendre la panique qui s'empare du régime du RHDP. Panique qui est telle qu'Alassane Draman Ouattara est incapable de changer de Premier ministre. Tellement il veut bénéficier de la protection de ses maîtres français qui lui ont imposé ce Premier ministre depuis maintenant plusieurs années. Alassane Ouattara est paralysé. Il est tétanisé de peur. Pourquoi? Parce que, nous allons l'expliquer, il est concerné par le cas d'Amiba. Procédons à l'examen des raisons pour lesquelles Alassane Draman Ouattara panique. La première raison pour laquelle Alassane Draman Ouattara panique, c'est que de tous les dirigeants de la CEDEAO, il est celui qui a toujours été à l'avant-garde de la plupart des... Il est celui qui a toujours été à l'avant-garde de la plupart des déstabilisations sur le continent africain. Alassane Draman Ouattara, pour ceux qui ont une certaine mémoire, on se souviendra qu'il a commencé ses coups d'État en Afrique de l'Ouest au minimum à partir de 1993. Nommé en 1989-90 Premier ministre du président Houphouët-Boigny, Alassane Ouattara n'a de cesse de se battre pour lui succéder, y compris par la violation de la constitution ivoirienne d'alors, dont l'article 11 prévoyait ni plus ni moins que ceci. L'article 11 prévoyait que le décès ou la vacance du pouvoir du président de la République ayant lieu, c'est le président de l'Assemblée nationale qui lui succède statutairement et constitutionnellement. En 1993, au mois de décembre, quand le président Félix Houphouët-Boigny décède, c'est le président Aimé-Henri Konan Bédié qui est alors président de l'Assemblée nationale. Il va de soi que c'est à lui qu'il appartient de gérer l'intérim de la présidence de la République ivoirienne avant les élections suivantes. Mais Alassane Draman Ouattara, Premier ministre parachuté par les charmes de la belle Jézabel Dominique auprès du président Félix Houphouët-Boigny, n'entend pas la chose de cette oreille. Alassane Draman Ouattara va rencontrer personnellement deux figures majeures du régime du président Houphouët-Boigny, à savoir le chef d'état-major des armées ivoiriennes d'alors, le général Robert Guèye. Il lui demande à Robert Guèye de mettre l'armée ivoirienne à sa disposition, lui, Alassane Draman Ouattara. Et Alassane Ouattara fait la même démarche en allant rencontrer le secrétaire général du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, Rassemblement démocratique africain, PDCI-RDA, et le secrétaire général du PDCI-RDA d'alors n'est rien d'autre que le ministre Laurent Dona Fologo. Le général Robert Guèye avant sa mort et le ministre Laurent Dona Fologo avant la sienne ont ouvertement et publiquement témoigné qu'Alassane Draman Ouattara leur avait demandé de violer la Constitution pour mettre le pouvoir à sa disposition. À partir de 1993, Alassane Ouattara sera systématiquement présent dans tous les coups d'État qui ont été perpétrés en Côte d'Ivoire jusqu'en 2025. Il est au cœur du coup d'État de 1995 qui, sous couvert de boycott actif,
avait pour but de faire tomber le régime du président Bédié. Cela échoue. Il est au cœur du coup d'État du 24 décembre 1999 qui permet à des officiers et sous-officiers proches de lui de prendre le pouvoir, de se maquiller derrière le général Robert Gueye dans le but de préparer son intronisation par une modification opportune, espère-t-il, de l'article 35 de la Constitution ivoirienne d'alors. Installé au pouvoir, le général Robert Gueye fait volte-face, il a pris goût et décide de ne pas balayer la maison du pouvoir pour quelqu'un d'autre que lui-même. Alassane Dramane Ouattara lance aussitôt contre le général Robert Gueye une tentative de coup d'État. C'est le complot du cheval blanc. Ce complot a lieu en septembre 2000. Le général Robert Gueye échappe à cette tentative d'assassinat de Dramane Ouattara. Et malgré qu'il y ait échappé, il ne va pas échapper à la défaite électorale imposée par Laurent Gbagbo et le FPI lors des élections d'octobre 2000. Par la suite, l'armée se disloque, en tout cas se met sous les ordres du président élu Laurent Gbagbo, contraignant Robert Gueye à s'enfuir à Guessesso. Laurent Gbagbo s'installe au pouvoir au prix d'une élection qu'il appellera lui-même calamiteuse, en raison des circonstances exceptionnelles d'exclusion et de violence qui l'auront entouré. À peine Laurent Gbagbo a-t-il mis le pied sur l'étrier du pouvoir qu'Alassane Dramane Ouattara relance une tentative de coup d'État qui va se solder avec le fameux charnier de Yopougon. Laurent Gbagbo n'a même pas encore fait 3 mois au pouvoir que déjà, les 6-7 janvier 2001, Alassane Dramane Ouattara lance à l'assaut du pouvoir à Abidjan ces hommes qui sont planqués au Burkina Faso et à la tête desquels on trouve l'ancien caporal des sapeurs-pompiers de Côte d'Ivoire à Adjamé, Ibrahim Koulibaly, dit sergent Ibé. Le complot de la Mercedes noire échoue. Ibrahim Koulibaly s'enfuit au Burkina Faso et rebelote en septembre 2002, cette fois-ci sous le commandement de l'ancien leader de la FESI et leader donc de la jeunesse ivoirienne Guillaume Kibafori Soro. Les hommes à la solde de Alassane Dramane Ouattara lancent le coup d'État de septembre 2002 qui leur permet de se replier sur la région de Bouaké du Nord et d'imposer par une succession de négociations le retour d'Alassane Dramane Ouattara dans le jeu politique ivoirien. Ce retour est introduit dans le marbre de la Constitution à travers l'article 48 utilisé par le président d'alors de la République de Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo, au terme de l'accord de 2005 tenu à Pretoria, en Afrique du Sud, sous l'égide du président Thabo Mbeki. C'est Alassane Dramane Ouattara qui est à l'origine du coup d'État de 2002 contre Laurent Gbagbo. Le témoignage en a été donné par le principal responsable organisationnel sur le terrain, le secrétaire général de la FESI, par la suite secrétaire général du MPCI et des Forces Nouvelles, par la suite ministre d'État de la Communication, Premier ministre, par la suite président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, Guillaume Kibafori Soro, qui s'en est repenti depuis très lors et a avoué, urbi et orbi, que c'est pour aider, au nom du panafricanisme, Alassane Dramane Ouattara à exercer pleinement ses droits de citoyen ivoirien, que ce coup d'État a été fait. Mais, dans sa manière inimitable de s'asseoir, Ouattara Dramane ne s'arrêtera pas là. Après 2002, Alassane Dramane Ouattara, cette fois-ci en association avec ses amis du RHDP, va tenter un coup d'État au mois de février, donnant à mars-avril 2010, après la dissolution du Parlement et la dissolution de la commission électorale indépendante par le président Laurent Gbagbo, commission électorale indépendante qui était alors sous la direction d'un certain fraudeur, un vétéran nommé Robert Mambé-Begré. Lorsque le président Laurent Gbagbo dissout cette commission électorale dans laquelle il voit une immense fraude en préparation,
Les partis d'alors du RHDP appellent les forces nouvelles du président Guillaume Kibafori Soro à renverser Urbi et Orbi le pouvoir du président Laurent Gbagbo. Je vous donne là des éléments archivistiques incontestables. Allez lire l'histoire. Après la double dissolution de la CEI et je pense et du gouvernement en février, mars, avril 2010. Alassane Dramane Ouattara est à l'avant-garde pour demander à Guillaume Soro de reprendre les armes et de l'installer au pouvoir. Guillaume Kibafori Soro refuse et exige qu'il y ait d'abord des élections et que ce soit le vainqueur aux élections qui exerce le pouvoir. Le conflit couve. Non seulement à cette époque, Guillaume Kibafori Soro est accusé de trahison puisqu'il refuserait de combattre pour installer Ouattara et ses alliés au pouvoir, mais à la fin de l'année 2010, souvenez-vous-en, éclate le conflit sur le résultat, non pas du premier tour de l'élection présidentielle qui est gagnée par Laurent Gbagbo, mais le résultat du second tour. Alassane Dramane Ouattara qui se gargarise aujourd'hui de l'idée que personne ne peut contester les résultats du Conseil constitutionnel, refusa d'accepter les résultats qui avaient été proclamés en première instance par le Conseil constitutionnel. Résultats qui le donnaient battu et qui donnaient le président Laurent Gbagbo vainqueur. Alassane Ouattara alors remobilise ses alliés politiques du PDCI-RDA, ses alliés politiques des forces nouvelles. Il mobilise bien sûr la France, l'ONU, et c'est au prix d'une guerre qui va coûter 3000 morts au peuple de Côte d'Ivoire qu'il exerce le pouvoir. Voilà l'homme. En 2015, il est en roue libre. Ses principaux opposants sont en prison et il constitue une alliance forte avec le président Aimé-Henri Konan Bédié au nom du célèbre appel de Daoukro du 17 septembre 2014. En roue libre, Alassane Ouattara se fait reconduire à la tête de l'État. En 2020, Alassane Dramane Ouattara braque le peuple de Côte d'Ivoire, déclenchant une crise majeure avec une désobéissance civile dans laquelle le président Aimé-Henri Konan Bédié mènera son dernier grand combat politique. Mais c'est au prix de coups d'État successifs qu'Alassane Dramane Ouattara gouverne la Côte d'Ivoire. Car en 2025, c'est encore un coup d'État qu'il a perpétré. Excluant les principaux candidats de l'opposition de la compétition, il prétend avoir battu Mme Simone Gbagbo, battu M. Awadon Melo, il prétend avoir battu Mme Henriette Lagou, il prétend avoir battu M. Jean-Louis Billon, 4 individus politiquement insignifiants dans l'espace ivoirien. En réalité, à vaincre sans péril, comme dit le dicton français, on finit par triompher sans gloire. Alassane Dramane Ouattara est un putschiste ontologique. Mais là, vous n'êtes au courant que de ce qu'il a fait en Côte d'Ivoire. Et encore, c'est un tout petit résumé de son œuvre qui a coûté des trentaines, des dizaines de milliers de vies aux Ivoiriens. D'accord? Mais Alassane Ouattara est à la manœuvre de la plupart des coups d'État qui ont été fomentés dans la sous-région. Au Burkina Faso, il a été dénoncé en ce sens. En 2015, lorsque le général Diendéré, qui a tenté un coup d'État contre la transition, dirigé par Michel Kafando et par Yacouba Isaac Zida, lorsque le général Diendéré se fait arrêter par ceux qui étaient ses prisonniers et qu'il est conduit au tribunal, le général Diendéré témoigne publiquement à Ouagadougou et il dit: dans le coup d'État que j'ai fait contre Michel Kafando et Yacouba Isaac Zida, j'ai été aidé et soutenu financièrement et militairement par le président Alassane Dramane Ouattara. Alassane Dramane Ouattara m'a aidé en me donnant de l'argent, des dizaines de millions de francs CFA. Alassane Dramane Ouattara, dit le général Gilbert Diendéré, m'a aidé en m'envoyant des munitions et des armes. Et tout cela, je l'ai reçu à travers l'aide de camp particulier, le chef d'état-major particulier du président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Dramane Ouattara, qui s'appelait alors, encore un autre nom que vous devez connaître, il s'appelait le général Diomandé Vagondo. Diomandé Vagondo, actuel, chef, ministre de la sécurité de l'armée ivoirienne. C'est ce monsieur-là qu'Alassane Ouattara a chargé de donner des
les armes à Diendéré, de lui donner. On retrouve Alassane Dramane Ouattara dans une tentative de coup d'État au Gabon, à travers son conseiller, eh bien, Mamadi Diané, d'origine guinéenne. Il est impliqué dans une tentative de coup d'État au Gabon. On retrouve Alassane Dramane Ouattara à l'intérieur de la CEDEAO, à la tête d'une tentative eh bien, de renversement des institutions du Niger au profit du néocolonialisme français, au profit de l'impérialisme occidental. Lorsque la révolution du CNSP fait tomber Mohamed Bazoum, le junteur de Niamey, qui a fait boum, Alassane Dramane Ouattara est aux avant-gardes et annonce qu'il va monter un bataillon de plus de 1100 hommes pour aller attaquer le Niger, tuer Tiani et réinstaller Bazoum au pouvoir. Ouattara Dramane, c'est le champion africain des déstabilisations sous-régionales. C'est-à-dire qu'il doit... Alassane Dramane Ouattara peut être dans un classement, dans une comparaison avec les Paul Kagame, les Yoweri Museveni, les gens des grands lacs là, ceux qui sont en train de tripatouiller le Congo. Même eux, ce sont des enfants de cœur à côté d'Alassane Dramane Ouattara. Ouattara est un déstabilisateur professionnel. Donc la première raison pour laquelle Alassane Dramane Ouattara tremble, c'est qu'en fait, il est connu comme étant le cheveu qui ne manque jamais dans la sauce, dans la soupe. Il est connu comme le plus grand déstabilisateur de la sous-région. Et il le fait toujours sur instruction de ses maîtres, les néocolonialistes français, dont il est un valet absolu, un esclave. Puisqu'il se gargarise d'être un gouverneur de la Banque de France, dans laquelle, de toutes les façons, il n'a jamais exercé une seule fonction de souveraineté. La Banque de France, comme on l'entend très bien, étant la banque de la République française, pas la Banque des Africains. Donc Alassane Dramane Ouattara, quand il apprend que Damiba a été arrêté, craint qu'une nouvelle page de son histoire de putschiste, néocolonialiste invétéré, soit rédigée. Ça, c'est la première raison. Mais il y a une deuxième raison pour laquelle il panique, c'est que les éléments qui sont à la disposition eh bien, de la justice burkinabé et qui ont été mis à la disposition de la justice togolaise indiquent que les principales sources de financement et les fournitures d'armes qui devaient être utilisées pour assassiner le président du Faso, Ibrahim Traoré, et restaurer un régime néocolonial à Ouagadougou, tout cela a été préparé et financé, et tout cela a été projeté sur le sol burkinabé à partir de la Côte d'Ivoire de Ouattara. Pourquoi Alassane Dramane Ouattara panique-t-il? Parce qu'il craint un nouveau grand déballage de sa vilainie, de sa méchanceté, de sa perfidie, de sa perversité à Ouagadougou. Voilà la deuxième raison. Alassane Ouattara est impliqué dans toutes les tentatives de coup d'État de Paul-Henri Sandaogo Damiba jusqu'au cou, que dis-je, jusqu'au sommet de sa calvitie. Ouattara est trempé dedans des pieds à la tête. Et comme on le dit dans la belle formule de la langue populaire de l'argot ivoirien, Alassane Dramane Ouattara est dans pain. Pain brou. Il est dans pain. Donc la deuxième raison, c'est que la Côte d'Ivoire est l'État qui a joué le rôle majeur de base arrière active de la déstabilisation qui a valu à Damiba son arrestation. Mais maintenant, on va à une troisième raison pour laquelle Ouattara panique. Il panique parce que Paul-Henri Sandaogo Damiba, maintenant aux arrêts, et qui va donc être soumis à la procédure judiciaire dans son pays natal, eh bien le Burkina Faso, Paul-Henri Sandaogo Damiba pourrait décider de parler. Les faits ont déjà parlé. Les preuves qui ont conduit à son arrestation ont déjà parlé. Mais Paul-Henri Sandaogo Damiba pourrait décider de parler encore plus. Pourquoi? Il peut décider de parler encore plus, premièrement parce qu'il estime qu'il n'a pas bénéficié d'une solidarité suffisante de ses envoyeurs, à savoir Alassane Dramane Ouattara et les néocolonialistes français. Il peut estimer que le pressing qui devait être fait sur le président Faure Gnassingbé, sur le gouvernement togolais, n'a pas été suffisant pour contraindre le gouvernement togolais de ne pas le livrer. Il peut estimer que ses maîtres, les néocolonialistes français, et leurs sous-fifres eh bien, de la CEDEAO ont été ingrats envers lui. Parce qu'après tout,
Paul-Henri Sandaogo Damiba est un soldat du néocolonialisme français et de l'impérialisme occidental. C'est un valet à la Ouattara des intérêts étrangers et contraires à l'Afrique. Il peut estimer que son propre camp l'a lâché. Et comme son propre camp l'a lâché, Paul-Henri Sandaogo Damiba peut décider de se libérer. Il peut décider de laisser parler son cœur. Oh, s'il laisse parler son cœur, que de vérité vont surgir dans le tribunal militaire de Ouagadougou. Si Paul-Henri Sandaogo Damiba parle, s'il parle avec son cœur, s'il dit tout, Ouattara est versé, tout cul dehors. Si Damiba dit tout, le cul de Ouattara est dehors. Donc, deuxième raison, pourquoi Alassane Dramane Ouattara craint. Si Damiba parle, mais Damiba pourrait non seulement entièrement et complètement mouiller Ouattara, mais il pourrait mouiller les alliés de Ouattara dans la sous-région et à l'international. Donc cette affaire peut tourner à un scandale, non pas seulement burkinabé, ça peut tourner à un scandale ouest-africain, ça peut tourner à un scandale africain, et ça peut tourner à un scandale géopolitique, diplomatique mondial. Et Alassane Dramane Ouattara se voit emporté dans une telle spirale au risque même d'être considéré comme un amateur et d'être puni par ses maîtres pour ne pas avoir été capable de mener à bout et avec succès cette opération. Alassane Dramane Ouattara craint que Damiba dise tout et qu'on sache une fois de plus que derrière la vilainie de ce qui se préparait, il n'y avait ni plus ni moins que son faciès asymétrique et sa démarche en point virgule. Comprenez ça? Voilà pourquoi j'invite les autorités du Burkina Faso à assurer une sécurité absolument implacable à Damiba. Parce que le principal ennemi de Damiba à partir de maintenant, c'est Alassane Ouattara. Celui qui a intérêt à tuer Damiba, là maintenant, c'est Alassane Ouattara. Si Alassane Dramane Ouattara peut avoir accès à Damiba, il va le faire buter. Parce qu'Alassane Ouattara n'a pas intérêt à ce que Damiba parle. Le Burkina a intérêt à ce que Damiba parle. L'AES a intérêt à ce que Damiba parle. L'Afrique des libertés, l'Afrique en lutte pour son éveil et sa souveraineté, a intérêt à ce que Damiba dise tout. Mais ceux qui n'ont pas intérêt à ce que Damiba parle, c'est Ouattara Dramane. C'est la CEDEAO. C'est les néocolonialistes français, les impérialistes occidentaux dont Damiba est un valet. Donc, par conséquent, en fait, la vie de Damiba est d'abord menacée par ses propres maîtres, qui, à la première occasion, le flingueront volontiers pour qu'il ne les livre pas. D'où ma modeste première recommandation aux autorités du Burkina Faso, s'il vous plaît, redoublez de vigilance. Alors même que les gens peuvent penser que c'est vous qui pourriez être très en colère contre Damiba et vous venger contre lui, vous êtes désormais en fait les garants de sa vie. Parce que sa vie là, elle est la cible numéro 1 de Ouattara. Ouattara veut effacer les traces. Ouattara veut que Damiba ne parle pas. Par conséquent, s'il a la moindre lucarne pour atteindre Damiba, il le fera. Est-ce que vous comprenez? Alors, deuxième chose qui est très intéressante, moi j'ai lu le communiqué togolais. Le communiqué togolais est plein d'informations qu'il faut prendre en compte. Des informations sur, en quelque sorte, les conditions de l'extradition de Damiba. Elles sont dans ce communiqué et j'espère que vous avez vu ces conditions-là, ces informations. Je regarde le communiqué, je reprends le communiqué sous mes yeux pour vous donner les conditions. Si vous lisez le communiqué du gouvernement togolais, le gouvernement togolais dit que les chefs d'accusation retenus contre Damiba sont détournement criminel de deniers publics, enrichissement illicite criminel, corruption, incitation à la commission de délits et crimes, recel aggravé et blanchiment de capitaux. Voilà ce pourquoi il est poursuivi. Alors, les autorités compétentes togolaises, après examen de la régularité, etc., de la requête susdite, y ont donné telle suite que de droit. D'abord, au niveau des chefs d'accusation,
si vous regardez bien les chefs d'accusation, détournement criminel de deniers publics, enrichissement illicite criminel, corruption, incitation à la commission de délits et crimes, recel aggravé et blanchiment de capitaux. D'accord? Vous allez remarquer qu'il y a un élément d'accusation qui manque. Quel est l'élément d'accusation qui manque? Et que pourtant tout le monde peut formuler facilement. Tentative de déstabilisation des institutions du Burkina Faso. Ce n'est pas dit quelque part. Hein. Parmi les chefs d'accusation qui sont retenus contre Damiba, il n'y a pas le chef d'accusation de tentative de coup d'État. En tout cas, ce chef d'accusation n'est pas explicitement indiqué. Est-ce que vous avez réfléchi à la raison pour laquelle le Burkina Faso n'a pas indiqué ce chef d'accusation? Cette raison nous est donnée par les autorités togolaises dans le même communiqué. Voici ce qui est dit. Lisons l'avant-dernier paragraphe du communiqué. Alors, il est dit que la chambre d'instruction de la Cour d'appel de Lomé a ensuite été saisie du dossier. À l'issue de son audience publique tenue le 16 janvier 2026, cette juridiction a donné un avis favorable à la requête ainsi introduite sur le fondement de l'offre de réciprocité des autorités burkinabées. Vous avez entendu ce que ça veut dire, offre de réciprocité des autorités burkinabées? C'est-à-dire que les autorités burkinabées, si jamais il y a quelqu'un qui est parti du Burkina Faso, veut mener une activité de déstabilisation, une activité en tout cas, une activité illicite de la même nature, c'est-à-dire si à partir du Burkina Faso, quelqu'un, un Togolais est coupable de détournement criminel de deniers publics, d'enrichissement illicite criminel, de corruption, d'incitation à la commission de délits et de crimes, de recel aggravé de blanchiment de capitaux. S'il y a un Togolais qui vit au Burkina et qui a fait ça au Togo, eh bien, le Togo a obtenu la garantie du Burkina que ce Togolais-là sera extradé. Hein, c'est le principe de réciprocité. On continue. Des instruments internationaux auxquels le Togo est parti. C'est-à-dire que le Togo dit que lui, il respecte tous les textes internationaux régissant l'extradition des personnes étrangères auxquels il a librement adhéré. Et des garanties offertes par ces autorités. Les autorités burkinabées ont offert des garanties. Avant que l'extradition de Damiba soit faite, les autorités burkinabées ont offert des garanties aux autorités togolaises. Quelles sont ces garanties? À savoir le respect de l'intégrité physique et la dignité de M. Damiba. Le respect de l'intégrité physique et la dignité, c'est-à-dire par exemple qu'on ne va pas le brutaliser. On ne va pas chercher à l'humilier physiquement. On ne va pas lui donner de fessées. Hein? On ne va pas lui faire des choses comme cela. D'accord? Ensuite, de ses droits au cours de la procédure. C'est-à-dire que M. Damiba va bénéficier d'un avocat. On continue, par exemple, notamment celui d'un procès équitable. M. Damiba sera jugé. On ne va pas le condamner sur des bases émotionnelles ou personnelles, mais sur les bases de la loi et de la procédure. Et l'absence de la peine de mort. C'est-à-dire que les autorités burkinabées ont garanti aux autorités togolaises que bien que la peine de mort ait été rétablie officiellement au Burkina Faso, elle ne sera pas appliquée à M. Damiba. Alors pourquoi l'absence de peine de mort? Cela vous permet de comprendre pourquoi on n'a pas parlé pour le moment de coup d'État. Puisque de toutes les façons, Damiba, il n'y a aucun doute, il était dans une tentative de coup d'État, pour ne pas être obligé de lui appliquer la peine de mort, au nom de l'humanisme africain, les autorités burkinabées n'ont pas mentionné la tentative de coup d'État, parce que dans le droit burkinabé actuel, les tentatives de coup d'État, là, elles conduisent à la peine de mort. Hein. Les tentatives de coup d'État conduisent à la peine de mort, puisque le Burkina est dans une révolution au service de ses masses populaires. Le Burkina n'est plus dans des coups d'État au service des intérêts français, des intérêts européens, des intérêts impérialistes. Donc il n'y a pas de raison qu'on veuille renverser un régime qui rejoint les aspirations du peuple. Par conséquent, aujourd'hui, il faut savoir que les tentatives de coup d'État relèvent du domaine de la peine de mort. Hein. Ce sont des infractions susceptibles de la peine de mort. Donc, en fait, si l'infraction de tentative de coup d'État n'a pas été mentionnée, c'est que les autorités burkinabées, en bonne entente avec les autorités togolaises, ne veulent pas, pour des raisons en quelque sorte politiques, pour des raisons de vision de l'harmonie sociale, ne veulent pas déclencher une procédure judiciaire aboutissant
tout naturellement et très rapidement à une peine de mort. Donc, elles se sont engagées à ne pas lui appliquer la peine de mort. Parce que s'il fallait qu'elle lui applique la peine de mort, cela voudrait dire alors que le Togo aurait livré Damiba à la mort. Et le Togo ne voudrait pas que son nom soit associé à une telle conséquence. Vous avez bien compris? Donc, quand vous lisez le communiqué togolais, vous comprenez que, bien que les faits qui sont reprochés à Paul-Henri Sandaogo Damiba soient difficilement contestables et même clairement incontestables, on ne lui a pas on ne lui a pas imposé tous les chefs d'accusation. Tous les chefs d'accusation qui pouvaient être opposés à Paul-Henri Sandaogo Damiba n'ont pas été pris en compte. Si on n'a pas parlé de la tentative de coup d'État, c'est pour ne pas être obligé d'appliquer la peine de mort. Est-ce que vous comprenez? Donc ça a été fait dans un esprit, certes de justice, un esprit d'équité, mais dans un esprit d'humanité. Bon. Donc, ce communiqué est donc plein d'enseignements. Il nous dit que le Togo refuse d'être une base arrière de la déstabilisation de quelque pays que ce soit. En 2012, en raison des accusations plus ou moins vérifiées que le professeur Lida Kwasi envisageait un coup d'État contre le régime illégitime et criminel de Ouattara Draman, eh bien celui-ci obtint du Togo l'extradition. En 2026, sur la base des preuves que le régime burkinabé a données, des activités hostiles, eh bien, de M. Paul-Henri Sandaogo Damiba, le Togo, comme il l'a fait pour la Côte d'Ivoire en 2012, le Togo respecte l'intégrité de ses États homologues. Donc le Togo met à la disposition du Burkina Faso M. Paul-Henri Sandaogo Damiba. Voilà l'esprit dans lequel il faut le comprendre. Là où il va là, il va simplement donc subir la rigueur de la loi de son pays, mais a priori, il est à l'abri de la peine de mort, dans le cadre de l'accord burkinabéo-togolais. Puisqu'il ne s'agit pas d'installer le Burkina Faso dans une logique de règlement de compte, mais il s'agit de le sécuriser. Maintenant, on peut approfondir, toujours pour comprendre pourquoi Alassane Draman Ouattara panique. À partir du moment où Damiba sait qu'on ne va pas le tuer, mais il a intérêt, en contrepartie, à dire la vérité. Il est au moins, au minimum, exposé à la prison. Il est exposé à la prison à perpétuité. Il est exposé à la prison à perpétuité. Mais il est à l'abri de la peine de mort. Alors, quand vous savez que vous êtes à l'abri de la peine de mort, mais que vous risquez la prison à perpétuité, mais vous avez intérêt à parler. Surtout quand vous savez que vous avez tort, que ce que vous avez fait est contre les intérêts de votre peuple. Damiba ne peut expliquer à personne au Burkina, ni à personne en Afrique, que les intérêts du peuple burkinabé passent par une association de malfaiteurs avec Ouattara Draman, avec les néocolonialistes français. Personne de sérieux en Afrique n'acceptera le projet de coup d'État que Damiba esquissait et l'association de hauts criminels avec laquelle il le faisait. Personne de sérieux. Donc Damiba qui sait maintenant qu'il risque la prison à perpétuité, Damiba qui sait qu'il a déjà bénéficié d'une certaine forme de clémence, puisque le président Ibrahim Traoré s'est engagé à ne pas laisser actionner contre lui une procédure de peine de mort. Damiba qui sait que le Togo même lui a sauvé les fesses en obtenant des garanties avant de le livrer. Qu'est-ce que Damiba peut faire pour améliorer son sort? Il ne peut qu'entrer dans une logique de repentance, dans une logique de sincérité, dans une logique de déballage. Voilà pourquoi, selon mes hypothèses, nous devons nous attendre à un grand déballage bientôt au tribunal militaire de Ouagadougou. Et c'est d'ailleurs précisément pour ne pas avoir bénéficié lui non plus d'une solidarité maximale lors de son coup d'État de 2015, que le général de brigade Gilbert Diendéré s'était mis à table et avait parlé, avait décrit tout ce qu'il avait fait devant les tribunaux et livré Ouattara. Car il savait que de toutes les façons, au Burkina, on avait décidé de ne pas le tuer, lui Diendéré, mais qu'il risquait de faire de longues années de prison. Alors, il valait mieux pour lui, eh bien, faire un pas vers ces geôliers, en leur disant toute la vérité, quitte ne serait-ce qu'à alléger les conditions de sa détention et à y injecter une certaine dose d'humanité, de réciprocité, de bienveillance. Damiba est dans cette situation-là.
il sait qu'il s'en va en prison pour très longtemps. Qu'est-ce qu'il a à perdre? Au moins, il sait qu'on ne le passera pas au poteau d'exécution. Qu'est-ce qu'il a à perdre à dire la vérité? Rien. Il a tout à y gagner. Car la longue incarcération à laquelle il est exposé pourrait être encore plus humanisée s'il fait preuve de contrition, de repentance et de sincérité. Car il n'est jamais trop tard, il n'est jamais tard. Ici-bas, il n'est jamais tard. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Il n'est jamais trop tard, il n'est jamais tard. Damiba, Damiba, il n'est jamais tard. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Qu'est-ce que Damiba a à perdre à dire la vérité? Hein? Il a échappé à la peine de mort. Il est en chemin vers la prison à perpétuité. Mieux vaut dire au moins toute la vérité, et écoper de la prison à perpétuité avec une certaine pitié potentielle de la justice de ton pays, que de vouloir mourir dans ta prison à perpétuité avec tes mensonges dans ton ventre. Voilà les raisons pour lesquelles je vous dis que le plus grand ennemi de Paul-Henri Sandaogo Damiba, depuis que Damiba a été arrêté, c'est Ouattara. Une deuxième et dernière fois, le plus grand ennemi de Paul-Henri Sandaogo Damiba, depuis que Damiba a été arrêté, c'est Ouattara. Une dernière fois, le plus grand ennemi de Paul-Henri Sandaogo Damiba, depuis que Damiba a été arrêté, c'est Ouattara Draman. Car Damiba est un sac de paroles qui peuvent ébranler la Ouattari, ébranler la France-Afrique. Voilà pourquoi il faut veiller à sa sécurité et le mettre dans les conditions de sa locacité, de sa prolixité. C'est ce que je voulais vous expliquer, mes chers amis. C'est ce que je voulais vous expliquer. J'espère avoir éclairé votre lanterne dans cette affaire. Et donc, ça tremble de Paris à Abidjan. Ça tremble dans toute la CEDEAO. Qu'est-ce qu'il va dire? Qui va-t-il balancer? Quelles sont les preuves qu'il va mobiliser? Parce que Damiba n'a sûrement pas manqué de planquer des preuves. Et l'un des syndromes du condamné, c'est le syndrome du « je ne vais pas mourir seul ». Surtout le condamné renégat. Il n'aime pas mourir seul, les renégats. Donc, attendons-nous à ce que à Ouaga, eh bien, pour ainsi dire, à la bidjanaise, le cul de Ouattara soit dehors. Attendons-nous à ce qu'à Abidjan, le cul de Ouattara soit dehors. À Ouagadougou, à Abidjan, ça va sortir comme ça sort. Et voici donc le commencement, eh bien, d'une dégringolade inexorable. Car désormais, ce n'est plus la CEDEAO qui est à l'initiative de l'action en Afrique de l'Ouest. Ce n'est pas, eh bien, la CEDEAO qui est à l'initiative, c'est qui? C'est l'AES. C'est l'AES qui est maintenant le moteur de l'histoire. Merci. Merci infiniment. Merci de tout cœur.